Alors, question du Sahara. C'est une question, je vais faire une entrée facile, que les moins de 20 ans, comme dit la chanson, ne peuvent pas connaître. À 49 ans, ça fait 2 générations. Pour autant, c'est une question centrale dans notre vie sociale et dans notre vie politique. Je ne reviens pas sur les détails que vous avez donnés au départ sur l'avis consultatif de la Cour internationale de l'Aïd du 16 octobre 1975, du discours historique du 6 novembre 1975, Sa Majesté Hassan II à Marrakech pour la marche verte et lancer la marche verte, c'est quelque chose qui est présent dans la mémoire collective, c'est extrêmement important. Je voudrais à ce sujet déjà une première interrogation. Pourquoi la marche verte? Quelle a été la genèse de la marche verte? Sa Majesté Hassan II ne s'est pas réveillé un matin en disant « Ah ben je vais faire la marche verte ». Il y a eu une maturation qui s'est faite à partir de l'année 1974. Et j'ai un témoignage, entre autres, d'un proche qui était Premier ministre à l'époque, Ahmed Osman, qui me l'a dit verbalement, mais qui me l'a dit dans un écrit qu'il nous a donné dans ce livre que je viens de publier. Je m'excuse de faire la promo, mais je fais la promo de la marche verte, c'est pas ma promo. Qui est publié aux éditions La Croisée des Chemins, un livre de 340 pages, donc qui est important, qui est une épopée, c'est un ouvrage collectif que j'ai dirigé, mais je crois que c'est un travail qui est utile. Et Ahmed Osman m'avait dit que c'était au cours de l'été 1974 que cette idée paraissait mûrir dans l'esprit du regretté souverain. C'est intéressant. Alors, évidemment, c'est un élément intéressant parce que c'est quelqu'un qui était proche du Premier ministre, etc. Et ensuite, deuxième interrogation, pourquoi la marche verte? Pourquoi pas recourir à une marche non pacifique? Il y a eu l'influence, il y a eu deux éléments qui ont joué à ce sujet. Le premier élément, c'est dans l'histoire des manifestations pacifiques, il y a évidemment la phase Randi. 1946-47, avec les marches Randi en Inde s'est distingué donc par des marches pacifiques. C'était des marches de désobéissance civile, mais c'est resté quand même dans la culture politique. Le deuxième élément, c'est que nous étions en 74-75 et les années précédentes étaient des années difficiles, avec 71, 72, 73, des événements connus sur lesquels je ne reviens pas. Et Hassan II avait besoin évidemment de refonder un ordre démocratique ouvert. C'est venu, d'où d'ailleurs la Constitution 1972. La Constitution 1972 a mis fin à une situation d'exception qui prévalait depuis juin 1965, même s'il y a eu la Constitution 71 qui a été appliquée quelques mois. Et donc Hassan II était convaincu qu'il fallait tourner une page et s'installer dans une séquence démocratique, d'où d'ailleurs cette Constitution de 72, auquel il avait associé les partis de l'opposition. C'est intéressant, tout ça, c'est l'histoire, qui avait décliné à l'époque. Alors c'est comme ça qu'Ahmed Osman a fait un gouvernement en octobre 72, alors qu'il était prévu que le parti de l'Istiqlal et l'UNFP à l'époque soient partie prenante, mais l'accord ne s'est pas fait, c'est un autre débat. Il y a aussi l'idée, chez le roi défunt, que pour libérer le Sahara occidental, il faut mobiliser le peuple. C'est extrêmement important, ça fait partie de mes convictions personnelles que je soutiens de temps à autre. La monarchie, c'est le peuple. C'est pas les bourgeois, je m'excuse de le dire, c'est pas les machins. La monarchie, fondamentalement, historiquement, c'est le peuple. C'est la symbiose entre le peuple, la monarchie et les peuples qui fait l'histoire du Maroc, qui est un élément de stabilité et de destin collectif. Et donc, c'est comme ça qu'il considérait qu'il fallait s'ouvrir sur les partis politiques. Il y a eu un certain nombre de mesures prises dans ce sens-là, de libération de détenus politiques, légalisation de partis politiques comme le PPS en 1974, c'est intéressant, alors qu'il était suspendu depuis 1969, l'autorisation donnée à l'UNFP, rabat
de se constituer, où il y avait l'UNFP Rabat, l'UNFP Casa, parce qu'il y a eu une scission en 1972. Tout ça doit être dit pour comprendre le processus. Et l'autorisation donnée donc à l'UNFP Rabat, avec Abdelrahim Bin, de constituer l'USFP, qui a pu tenir d'ailleurs son congrès extraordinaire en 1975. Et donc, la Marche verte a ce premier acquis, c'est qu'elle a été un vecteur de déblocage d'une situation politique vers une option démocratique. C'est extrêmement important, ça. Hein, parce que soit ça a joué. Deuxième élément de la Marche verte, je continue sur le plan diplomatique pour que vous sachiez, il y a eu les accords de Madrid du 14 novembre 1975, 14 novembre, c'est-à-dire 8 jours après la Marche verte. Hein, donc, qui ont consacré, il y avait des accords de Madrid, des accords publics et des clauses secrètes. Clauses secrètes, c'était notamment sur l'exploitation des ressources poissonnières, etc. Mais les accords, donc transfert de souveraineté de la puissance occupante administrante, en l'occurrence l'Espagne, au Maroc. Ensuite, l'agenda est intéressant. Le 10 décembre 1975, il y a eu aux Nations Unies deux résolutions qui, l'une qui a adopté le principe d'autodétermination, etc. Et la deuxième, le même jour, l'une c'est la lettre A et l'autre B, c'est intéressant, qui a consacré les accords de Madrid comme transfert d'administration et de souveraineté de l'ex-Sahara occidental vers le Maroc, avec un agenda, c'était la fin février, la fin de la mission de la Jma'a, il y avait un organe transitaire, tout ça, il faut le savoir, etc., et la pleine souveraineté. Voilà le cadre en complément de ce que votre animatrice a dit. Deuxième élément pour la Marche verte, et je vais plus loin que la Marche verte, c'est-à-dire la question du Sahara marocain. Maintenant, Marche verte, etc. Donc, alors, ce qui est important dans la Marche verte et maintenant la situation du Sahara marocain, puisqu'on est à près d'un demi-siècle, c'est ceci. Je soutiens, je l'ai écrit et dit, je soutiens que le Sahara marocain était un vecteur un vecteur important de démocratisation, de régionalisation et de développement. Alors, d'abord, c'est un vecteur de démocratisation. Pourquoi? Parce que nous étions tenus, par éthique, d'offrir aux populations sahraouies des références démocratiques, des droits et libertés. Et donc, en même temps, ça allait bénéficier aux Marocains des autres régions. C'est extrêmement important. En plus, nous étions sous surveillance de l'opinion publique internationale. Il fallait bien montrer que nous faisions quelque chose de démocratique. Deuxième élément, deuxième valeur ajoutée de la Marche verte, la régionalisation. C'est le Sahara marocain qui nous a obligés à cette régionalisation avancée. Pourquoi? Parce que nous avions auparavant une régionalisation qui était administrative, avec des régions, il y en avait 6 à l'époque, qui avaient des pouvoirs consultatifs. C'est l'affaire du Sahara devant les instances internationales qui nous a conduit à nous engager instamment dans un processus de régionalisation. Je vous renvoie au texte de l'initiative marocaine d'autonomie qui a été déposée au Conseil de sécurité le 11 avril 2007. Je vous invite, après la conférence, demain ou après-demain, à relire ce texte. C'est un texte extrêmement avancé qui prévoit un exécutif élu par qui? Élu par le Parlement régional, avec la nomination royale par Daïr, avec des pouvoirs extrêmement importants. Et donc, c'est ça qui nous a positionnés favorablement à l'international, en disant, mais oui, dans le cas de la souveraineté marocaine, nous allons très loin dans l'autonomie. Mais en même temps, ça a eu un effet induit sur notre réflexion nationale pour ce qui est de la décentralisation et puis de la régionalisation et ensuite de la régionalisation avancée. Il y a eu dégradation. Et c'est comme ça que nous avons donc ces acquis grâce à la question du Sahara marocain et de la régionalisation dans les provinces. Troisième élément, tel est un élément de développement aussi, donc démocratisation, régionalisation, développement aussi. Ça nous a
ça a contraint les politiques publiques à réfléchir à des politiques de développement et de mobilisation de ressources. Si bien que c'est dans les provinces sahariennes récupérées qu'il y a les meilleurs résultats économiques. Le taux de chômage est le plus bas dans les provinces sahariennes. Le taux de scolarisation est le plus élevé par rapport à toutes les autres régions du Royaume. Et puis, ce capital exceptionnel de mobilisation économique, c'est là que le souverain avait eu l'idée, avec sagacité, de mettre sur pied une commission régionale sur le modèle de développement du Sud. 2010-2011, qui avait été confiée d'ailleurs à Chakib Ben Moussa. C'est intéressant, 2010-2011, elle a rendu son travail en 2012, etc. Et c'est comme ça qu'à partir du modèle de développement dans les provinces du Sud, on s'est inspiré pour, 10 ans après, donc confier aux mêmes responsables donc la réflexion avec une commission nationale sur le nouveau modèle de développement. Donc il y a de la constance, mais c'est venu du Sahara marocain. Hypothèse théorique, qu'en serait-il s'il n'y avait pas eu ce dossier du Sahara marocain, pour ce qui est de la démocratisation, pour ce qui est de la régionalisation, pour ce qui est du modèle de développement. Ensuite, maintenant, les aspects internationaux, il faut que j'en parle rapidement. On s'est retrouvé à la fin 2075, évidemment, à l'hostilité du pays voisin, fondamentalement, et d'un certain nombre de pays qui étaient dans la même mouvance, la mouvance dite progressiste, donc avec les clients habituels que l'on compte dans ce dossier. Les années ont été difficiles. Les années ont été difficiles parce qu'il y avait un environnement international qui était plutôt favorable donc à l'autodétermination des peuples. Et c'est tiré d'une idéologie politique, tirée de la résolution 1514 de décembre 1960, qui était la Bible du mouvement de décolonisation. Donc nous avions cette difficulté-là d'être pratiquement à contre-courant par rapport à une idéologie dominante, activée par l'Algérie déjà, et reprise évidemment par un certain nombre de pays de la mouvance dite progressiste, en Afrique, ailleurs, tout ça, etc. Alors, les choses ont évolué, on va y revenir dans le débat, jusqu'à donc, on arrive à la situation actuelle qui est intéressante. Je vais prendre quelques minutes pour faire le point sur la situation actuelle. Jamais la question nationale n'a été aussi largement soutenue au plan international. Nous sommes à 112 ou 114 pays de soutien. Nous sommes et dans les pays de soutien, il y a une vingtaine de pays des Amériques, dont les États-Unis. Il y a les 3/4 des pays africains également, qui en comptent 50 ans. Nous sommes à 38, 40, etc. Et puis, il y a une maturation qui s'est faite sur la scène internationale avec des acquis lesquels, c'est quand même, il faut le dire, la décision de l'ancien président Trump du 10 décembre 2020 sur la reconnaissance de souveraineté. C'est le plus grand événement. Ah, vous n'arriverez pas à m'interrompre. Non, je vous le dis. Je suis un habitué des plateaux, donc quand j'ai le micro, je le garde. Non, il faut que je dise quelques minutes, si vous permettez. C'est la plus grande, historiquement, c'est la plus grande décision diplomatique sur la question nationale, à mon sens. C'est les États-Unis. C'est pas Belize, c'est les États-Unis, première puissance, descendue. Il dit oui, souveraineté de Maroc. Alors j'y ajoute évidemment les fortes inflexions, les fortes évolutions intervenues. Nous avons un hôte de marque que nous recevons qui est un grand spécialiste des questions nationales, dont celle du Sahara, que nous accueillons. Et donc, d'abord, je parle de la reconnaissance américaine, il y a 4 ans, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, dans les données, dans les termes diplomatiques de la question nationale, c'est quelque chose d'important. Nous avons eu ensuite des relations tendues, des tensions avec un certain nombre de pays, dont l'Espagne, la France et l'Allemagne, pour des raisons différentes que vous connaissez. En Allemagne, parce qu'il y avait un drapeau séparatiste devant le Parlement de Bavière, etc. Pour du fait de la visite de chefs du mouvement séparatiste
avec une fausse identité dans des conditions rocambolesques. C'est-à-dire jamais la diplomatie espagnole n'a été aussi médiocre. C'est-à-dire les choses pouvaient être faites autrement, mais une fausse identité, un passeport algérien, c'est du bricolage, c'est de la malfaçon. Donc ça, et puis avec l'Allemagne, et puis la France évidemment, du fait des résolutions, de 2 résolutions du Parlement européen, l'une sur les droits de l'homme et l'autre sur le partage des ressources naturelles en 2021, résolution votée avec le concours actif de Stéphane Séjourné, qui était responsable du parti de macronien au sein de l'Union européenne et qui a été nommé ensuite ministre des Affaires étrangères. C'est vous dire que l'histoire est dynamique, il faut le dire. Et donc, nous étions dans une conjoncture particulière où nous étions fâchés avec le pays voisin, j'en parle pas, ça c'est structurel, c'est historique, on va y revenir, avec l'Espagne, la France et l'Allemagne. Et dans certains cercles diplomatiques et politiques que je connais, souvent on me disait oui, c'est pas possible, ça en est fâché avec tout le monde maintenant. Et donc beaucoup de gens s'interrogeaient sur les effets positifs de cette situation. Je dis non, j'ai toujours soutenu, je l'ai écrit, il n'y a que la fermeté qui est payante et la détermination. Et donc les décisions royales ont été bonnes et conséquentes puisque c'est cette même fermeté qui nous a permis d'arriver au résultat actuel avec l'Espagne. Vous avez vu comme ça roule. Avec la France, c'est encore plus vrai, j'y reviens pas. Hein. Et puis avec l'Allemagne, qui le chef d'État allemand ayant même envoyé un message, une invitation au roi pour une visite d'État. Je ne parle pas des percées qui sont intervenues ailleurs, en Belgique, aux Pays-Bas, en Europe centrale, évidemment, en Afrique, en Amérique latine, Équateur, Panama, sans oublier les pays nordiques qui traditionnellement sont très réservés à l'endroit de la question du Sahara marocain pour diverses raisons, ce qu'ils estiment être les droits de l'homme. C'est une culture. Finalement, il y a le Danemark et la Finlande qui soutiennent le projet marocain. Ça mûrit du côté de la Norvège, mais c'est lié à la maturation du côté de la Suède. Ça mûrit également du côté du Royaume-Uni. On l'oublie trop souvent. Il y a quelque chose qui est en train de se passer avec le Royaume-Uni. Nous avons un accord d'association avec le Royaume-Uni qui est entré en vigueur en janvier 2021. La coopération se porte très bien et c'est quelque chose qui va se faire. Puis le Royaume-Uni est membre du Conseil de sécurité. Donc au total, il y a de grands acquis, de grands succès diplomatiques. Et c'est lié à quoi? C'est lié au fait qu'il y a un front intérieur qui est uni. C'est important. Si le front intérieur était désuni, nous n'aurions pas la même capacité diplomatique, la même capacité d'influence. C'est lié également à une diplomatie offensive, proactive, qui est présente sur le terrain. C'est extrêmement important et ça relève de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la deuxième séquence de notre diplomatie, comme l'a dit le souverain, c'est-à-dire nous maintenant, on ne se contente plus de gérer, maintenant on est sur le terrain en offensive. Troisième point aussi, c'est le bilan qui est fait du développement dans les provinces sahariennes et la mobilisation de nos frères sahraouis devant toutes les instances internationales. Nous en sommes là. Dernière observation, le Maroc, il est dans le cadre de la légalité internationale. Il respecte les résolutions du Conseil de sécurité. Il respecte le cessez-le-feu, il respecte le mandat de la MINURSO et il respecte le processus négociatoire arrêté par le Conseil de sécurité dans les précédentes résolutions, c'est-à-dire le cadre de négociation, le format, les parties et ce qui est à l'ordre du jour. Ce qui n'est pas le cas du pays voisin, l'Algérie, qui est hors légalité internationale. Avec ce paradoxe, elles disent je respecte la légalité internationale, je respecte les Nations Unies, etc., mais elles ne respectent pas ce qui est en cause, c'est-à-dire les résolutions du Conseil de sécurité. Pas davantage, elles ne poussent le mouvement séparatiste à respecter les cessez-le-feu. Donc nous avons deux parties. La Mauritanie, la troisième partie, observant une neutralité positive, vous le savez, dont on se félicite. Nous avons deux parties. Mouvement séparatiste qui ne respecte pas le cessez-le-feu depuis novembre 2020. Pourquoi novembre 2020?
quelques jours après la normalisation de la circulation aux postes frontières de Guelguelet entre le Maroc et la Mauritanie. Vous vous souvenez? Oui, c'est ça, c'est comme ça que c'est venu. Donc, il a dit, avec des incidents, il faut lire les communiqués du mouvement séparatiste. Moi, je les lis. Le 1246e communiqué de guerre sur comme si la situation était à feu à sang. Il y a quelques incidents par-ci, par-là, etc., mais vraiment de très basse tension. Deuxième point, nous sommes dans la légalité, nous sommes pour que les choses avancent. Ce sont des deux autres parties qui sont en dehors de la légalité et la communauté internationale doit prendre ses responsabilités sur ça, réactiver le processus, relancer les tables rondes, mais également ce processus... Ah non, encore une minute. Non, vous n'arriverez pas à me couper. Je vous l'ai déjà dit. Une minute, selon mon calcul. Oui, 1 minute 60 secondes. Non, je finis. 10 secondes, si vous permettez. C'est important de le dire. C'est-à-dire, nous sommes dans des situations où la communauté internationale doit prendre ses responsabilités, faire appliquer les résolutions du Conseil de sécurité. Nous en sommes là. Enfin, une dernière interrogation de 20 secondes, pour faire plaisir. La marche verte, c'est bien, mais il faut repenser la marche verte en 2024. Il faut que nous ayons du recul sur ce fait historique. Pas simplement nous contenter de célébrer le 6 novembre 1975, en termes sociétaux, en termes politiques. Il nous faut une réflexion, un débat général continu sur ce que la marche verte a apporté dans la transformation démocratique et institutionnelle du pays. Merci. Merci à vous. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.